Bonjour, nous sommes à la médiathèque du Moule. Je vous présente Monsieur Claude Fletcher, dit Joseph Yankolo, poète, romancier, que je vais accompagner durant cette séance de lecture. Oui, je tiens à remercier la bibliothèque du Moule pour m'avoir reçu afin de présenter mon livre « La tuerie du 14 février 1952 au Moule ». C'est un événement qui m'a frappé, qui m'a marqué de mon enfance. J'avais 9 ans et nous allions à l'instruction au Moule et à la religieuse au Moule. Arrivé aux 4 chemins de la baie, des hommes nous ont arrêtés pour nous dire qu'il ne fallait pas continuer car on fusillait les gens dans les rues de la ville. Mais les camarades et moi ont voulu savoir exactement ce qui se passait. On s'est rapproché de la ville, mais arrivé près du bourg, des dames nous ont fait rentrer chez elles, nous disant qu'il ne fallait pas rester dans la rue. Enfant, ces événements-là sont restés gravés dans ma mémoire. Étudiant, je me suis toujours dit, je me suis promis que j'allais m'informer et décrire ce qui s'était passé ce jour-là, 14 février 1952, en Guadeloupe et en particulier à Moule. Je pensais trouver des écrits historiques sur le sujet, mais visage de bois. Alors, j'ai interrogé des gens de la population qui avaient suivi de près ou de loin ce qui s'était fait passer ce jour-là. Je suis tombé sur un homme, un éminent dirigeant de la CGT de l'époque. Je vais nommer Nicolas Lidger. Il m'a donné des dizaines de pages d'interviews. C'est à partir de toutes ces démarches que j'ai pu écrire ce petit roman historique que j'ai coloré d'un événement, d'une histoire d'amour, ce que je pourrais appeler le digestif du roman. Ne me demandez pas si c'est la lutte qui a cimenté l'amour entre les deux combattants, ou est-ce leur amour qui a renforcé la lutte? Je ne saurais vous le dire. En tout cas, c'est ce binôme qui a organisé et dirigé la lutte dans la région. Ce binôme se nomme Serge et Arsonine, dit Fleur de Canne. Parler des événements du 14 février 1952, sans dire quelques mots des prémices de l'événement, ne serait pas complet. À la fin des années 51, les syndicats ouvriers ont déposé leur cahier de revendications pour la campagne cannière de 1952. Les revendications portaient sur les salaires, le prix de la tonne de canne, les ristournes, entre autres. Ces propositions servaient de base de discussion. Pour faire court, les usiniers refusaient toutes les propositions formulées par les ouvriers. Écoutons ce que disent les syndicats. Un rapport de la Chambre d'agriculture, publié en collaboration avec la Chambre de commerce, dit que le coût de la vie a augmenté de 187% de 1938 à 1950, alors que nos salaires, eux, n'ont pas augmenté. Et ce même rapport indique que, toutes choses égales par ailleurs, le salaire minimum devrait se situer à 125 francs l'heure. Alors, dans un souci de conciliation et à force de réunion, les camarades ont ramené leurs revendications à 100 francs l'heure pour tous. En effet, la rimeuse doit amarrer 324 paquets de cannes, chaque paquet devant contenir
15 bouts de canne, 2 mètres chacun. Pour avoir droit au salaire minimum, il faut couper et mettre en paquet 4 860 bouts de canne, 2 mètres de longueur. Alors que nous discutions avec les usiniers, le gouvernement de René Pleven a rendu un décret fixant le salaire minimum en Guadeloupe à 76 francs de l'heure. Les syndicats CGT, CGTC, médecins hospitaliers, syndicats autonomes des enseignants et d'autres se sont regroupés en cartel et ralliés à la cause des ouvriers et petits planteurs. Face à toutes ces réticences des capitalistes de l'usine, le préfet est intervenu pour fixer le prix de la tonne de canne, le prix de le salaire minimum à 76 francs l'heure. Ce fut pour les travailleurs une complicité entre l'État capitaliste, l'État colonial et les syndicats. Et les syndicats patronales. Donc, pour réagir contre cela, les travailleurs ont créé un cartel. Ils se sont regroupés en cartel et ont posé des revendications telles que le salaire minimum à 100 francs l'heure et aussi la réduction des tâches. Ce que refusaient aussi les syndicats d'ouvriers. Donc, l'ensemble des syndicats réunis en cartel ont posé un mot d'ordre de grève le 11 décembre 1951, qui devait démarrer le 15 janvier 1952. Écoutons. Le mercredi 13 février au matin, les CRS étaient revenus dans les rues de la ville, ont eu dit encore plus agressifs que la veille. Ils levaient leurs fusils en l'air, à bout de bras, provoquaient des gens qui vaquaient à leurs occupations, les prenaient dans leur ligne de mire, déclenchaient des hurlements de sirènes à faire paniquer, tenant la ville volontairement en état d'énervement. Certains commerçants des grands axes de la ville baissèrent leurs rideaux de peur du pire. Les mouliers s'inquiétaient de plus en plus. La préfecture, quant à elle, souffrait de surdité, ne répondant pas aux différents télégrammes du maire de la ville, Césario Siban, en remplacement de Rosan Girard, tête de liste de la liste communiste qui avait remporté les dernières élections municipales. Césario Siban, premier adjoint de Rosan Girard, député très souvent hors du département, faisait fonction de maire. Alors que les palabres allaient bon train, vers 8h30, 9h, des gens de la population, avec l'aide d'un groupe du commando Fleur de Canne, érigèrent une barricade à la fin du boulevard Rouget. Les autres groupes du commando Fleur de Canne n'avaient pas hésité à prêter main forte partout où il le fallait. Ainsi, d'autres barricades virent alors le jour dans la ville. Informé, le lieutenant de la CRS, M. Chevalier, s'approcha de la barricade du boulevard Rouget pour s'entretenir avec les organisateurs. En guise de réponse, il reçut une volée de jets de pierre. Chevalier rejoignit alors ses troupes et donna l'ordre de tirer sur tout ce qui bougeait, sans sommation. Il venait d'obtenir ce qu'il attendait, un prétexte pour justifier sa tuerie. Posté sur le boulevard Rouget, au début de la rue des Grands Fonds, pour ceux qui connaissent la ville, les militaires tiraient
en avançant sur tout ce qui bougeait, sur le boulevard et aux abords, même sur les murs de l'ancienne prison, derrière l'actuel centre culturel Robert Loison, mais aussi en direction du cimetière. Les gens, en entendant la mitraille, sortaient de leur maison en pensant que c'étaient des balles à blanc. Ils se faisaient, bien sûr, tirer comme des lapins. Ce fut alors qu'un des membres du commando Fleur de Canne, installé dans le cimetière, vit tomber non loin d'eux un jeune de 27 ans, François Cerdeau. Bon tireur, il arma son lance-pierre, visa un militaire qui, sous la douleur de l'impact du projectile, laissa tomber son arme. Le feu fut tout de suite très nourri en direction du cimetière. Mais en se faufilant à toutes jambes à travers les tombes, le jeune put rejoindre ses camarades de combat qui avaient filé sans crier gare. Non loin du cimetière, à l'angle du boulevard Rouget et de la rue Clémenceau, Édouard Dernon, 30 ans, tomba mort. Et les CRS continuèrent à avancer en tirant inlassablement. La foule se rendit en fin compte qu'il s'agissait de balles réelles. Et tous paniquèrent, courant dans tous les sens à la recherche d'un abri. Mais les concalambis volaient, les projectiles des lance-pierres et autres objets aussi. Le commando Fleur de Canne ne chômait pas. À l'angle du boulevard et de la rue Albert Ier, ce fut le tour du jeune Georges Capitolin qui, touché, ne se releva pas. Il rentrait chez lui après avoir parcouru la ville à bicyclette pour voir ce qui s'y passait réellement. Et les militaires continuaient leur massacre de plus belle. Puisqu'ils ne rencontraient pas de véritable résistance, à quoi bon s'arrêter? Sidi Sina, militaire en permission, circulant à bicyclette lui aussi, reçut une balle dans la cuisse. Il n'était pas armé et ne faisait que profiter de quelques heures de détente avant de rejoindre la caserne. Maliana Desjardins, elle aussi, fut gravement blessée au bas-ventre, sous l'explosion d'une grenade. Savait-elle au moins pourquoi? Ferdeline Marignan-Dulac, 30 ans, enceinte, rentrait chez elle avec des courses pour nourrir ses enfants en bas âge et fut froidement abattue. Poète romancier, j'ai écrit un texte sur cette partie, cet événement du Moule que Madame Simillon va vous lire. Ils étaient 4, mais peut-être plus. Ils étaient 4 tombés sous les balles assassines des CRS. Je connais leurs noms et même les prénoms. Constance Dulac, Édouard Dernon, Justinien Capitolin, François Cerdeau. Ils étaient 4 listés, mais ils étaient plus, camouflés par la peur et des dizaines de blessés. Misérables, ils n'avaient pas de fusil, ils n'étaient pas sur la barricade, ils n'avaient même pas connu Gavroche, des ouvriers, une femme enceinte, assassinée par des chiens de garde du colonialisme français
au Moule le 14 février 1952. Ils sont tombés pour la classe ouvrière. Ils sont morts, assassinés pour avoir osé réclamer quelques sous d'augmentation de salaire. Ils sont tombés sous les balles des CRS, assassinés par le colonialisme français, au Moule, le 14 février 1952. Des prolétaires qui criaient non à l'exploitation et à l'oppression, garantissant la verticalité de l'homme. Arrivait alors la période de punition et de marronnage. Et dans mon roman, il y a un texte que j'ai pu écrire sur le marronnage. C'est un poème. L'évadé de la Saint-Valentin ou le prisonnier des bois. Tous ne sont pas transportés par l'amour. L'activiste s'arrêta dans le silence des canets en fleurs. Il n'avait pas la peur en lui. Il savait les armes encore au pied des soudards immobiles. Prudent, il s'empressa d'emprunter le sentier à travers bois, jusqu'à sa case de Golette aux toits de paille sèche. Il s'était procuré du riz, des pâtes, des pois rouges et de la viande salée. Il avait des poissons séchés, parcourant la ligne de lianes traitées. Marron, il n'a pas voulu refaire face à la servitude, fût-elle moderne. Quand on l'aperçoit, c'est à la recherche de nécessités modernes. Quand on l'aperçoit, c'est à la recherche de nécessités manquantes. Il pense trouver un jour femme qui lui convient, qui saura regarder, faufiler l'eau limpide de son petit cours d'eau jusqu'à la mer, qui n'aura pas peur des orages et des éclairs qui noient la forêt, ni des cris de la chouette et du scieur de long, ni du coucou manioc, qui mangera le rat des arbres et le guimbaud aussi, et lui posera des ventouses, des sangsues. Mes mains vadrouilleuses de mes doigts de feu, fous sur le corps de montagnes, de plaines et de vallées, ma verge en pique vers le firmament, toujours en veille de transport au 7e ciel. Je saurai lire dans ses yeux le bonheur retrouvé. De Joseph Yankolo. Ce livre qu'on venez de présenter devant vous s'intitule « La tuerie du 14 février 1952 », qui a été publié dans la librairie du Moule et de Guadeloupe en général, mais dans le monde entier, parce que je publie chez Edilivre. C'est un éditeur. C'est publié chez Edilivre, qui est un éditeur qui publie dans tous les pays francophones. Donc, on peut trouver ce livre chez l'éditeur, mais plus en Guadeloupe. On peut le commander, les librairies peuvent commander ce livre. Par exemple, sans faire de publicité, après lire, on a l'habitude de commander ces livres pour ceux qui le veulent. En plus de je vais parler de ce roman historique, je suis avant tout poète ou romancier. J'ai écrit ce tome de poèmes, notamment Parterre d'orchidées, qui a été publié chez Amalthée, à Nantes. Volet de colibri, qui a été publié chez Edilivre. Le Temps, chez Edilivre aussi. J'ai écrit aussi un petit recueil pour les enfants, un recueil de contes pour les enfants, où j'ai pris les animaux comme acteurs, les animaux d'ici. Et j'ai écrit un roman plus important, un roman plus dense, qui s'appelle « L'abolition de l'esclavage au Brésil ». Plus exactement, Roberto M. Colo
et l'abolition de l'esclavage au Brésil. Mkolo, Roberto Mkolo, c'est le personnage principal du livre. J'ai d'autres écrits non publiés, qui est le deuxième tome de l'abolition de l'esclavage au Brésil, et aussi un recueil de poésie, de théâtre sur les événements de 1967 en Guadeloupe, de mai 1967 en Guadeloupe, qui n'a pas été publié parce que c'est en créole, hein, c'est un écrit en créole, parce que je n'ai pas encore le temps de le faire. Le roman est terminé, la pièce de théâtre est terminée, mais je n'ai pas encore le temps de le publier. Aussi, j'ai écrit, je suis en train d'écrire un roman qui va être terminé avant la fin de l'année, mais je vous tiendrai au courant.